deuxième rencontre avec Henri Cornette de Saint-Cyr, plus connu sous le nom de Doudou, créateur de la saga. Doudou, bonjour. La semaine dernière, tu as retracé l'histoire de la saga dont tu as été le créateur. Cela fait 30 ans maintenant que tu navigues avec des enfants au quotidien difficile et tu les as emmenés aussi bien au Tuamotu qu'aux îles du Vent, aux îles sous le vent. Après, en 99, on est allé à Ariatea. Alors, à Ariatea, c'était pareil. On était au petit Motu, tout au bout, là où il y avait une piste d'aviation Sosomotu dans le sud de Ariatea. Alors là, c'est pareil. On a subi une vague, évidemment, juillet, c'est les vagues, très souvent le Maramu, les vagues du sud, et on a une vague qui nous a submergés en pleine journée, et les bateaux venaient de beacher, mais les enfants se baignaient entre les bateaux. Et tout d'un coup, cette vague est arrivée, les bateaux ont remonté. Heureusement, on a vu les choses arriver, on a pu sortir les enfants de l'eau. Parce que les bateaux se sont cognés les uns sur les autres. Voilà. Bon, ça a été aussi une belle aventure, d'autant que le Motu était plein de coraux, de vent, et on voulait ratisser pour avoir du sable un petit peu, pour que ce soit plus agréable pour les enfants. Et voilà, donc ça a été aussi une très très belle aventure. Et puis après 99, alors en 2000 on est retourné à Taha, et à partir de 2001, on a fait Wahine. Alors c'est là qu'on a commencé à découvrir Wahine, donc la troisième île sous le vent. Et puis je suis en train de vous dire une bêtise, je crois que 2001 on a fait Moorea. Moorea d'abord, puis 2002 on est allé sur Wahine. Et puis, 2003, on est reparti à Makemo. Alors là, on n'avait pas fait Makemo. Alors pareil, belle aventure avec le Dumont d'Urville. 2004, on est revenu à Wahine. 2004, Moorea. 2005, Wahine. 2006, on est reparti à Makemo. 2007, on a fait Mopiti. Alors Mopiti. Alors aussi une aventure, parce que là, il fallait les enfants prenaient tous l'avion, puis ensuite ils prenaient le Mopiti Express pour arriver à Mopiti. Et là, c'était une épreuve pour les enfants, parce que ce bateau, tout le monde du coup l'avait appelé le Vomiti Express, parce que c'était des concours de vomi. Alors les enfants arrivaient un petit peu fatigués, mais bon, après ils avaient la récompense, hein. Et le souvenir ému que j'ai eu en arrivant avec le Mopiti Express en bateau, on arrive nous, les premiers évidemment, et on a eu une horde de dauphins qui nous ont accompagnés tout le long de la passe. C'était pour moi le beau présage. On a eu de belles choses, parce qu'en plus, il se trouve qu'une nuit, sans le savoir, on a perdu une goélette. On avait 2 goélettes, on en a perdu une. Il y a eu une montée des eaux. Les goélettes qui étaient sur la plage est partie à la dérive, et elle a été entraînée. Nous, on n'était pas du tout au courant. Et au matin, on voit notre goélette, mais on la voit pas du tout au même endroit. Et les habitants nous disent oui, il y a eu deux jeunes pêcheurs, c'était des jeunes pêcheurs de Tahiti qui étaient en train de pêcher dans la passe ou pas loin, là, hein, dans le couloir, qui ont vu un bateau dériver, ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché, et puis ils nous ont appelés, nous on était allés le récupérer. Et quand j'ai voulu récupérer ces jeunes le matin, ils avaient disparu, ils étaient rentrés sur Tahiti, j'ai jamais pu les remercier. Mais ils nous ont sauvé notre bateau parce qu'on l'aurait... S'ils écoutent l'émission, on les remercie. Oui, on les remercie. C'était en 2007. Le temps a passé. Voilà, et puis 2008, on est reparti, je crois que c'était Moorea, 2009, Wahine, 2010... Le choix de l'île n'est pas trop difficile à faire. Qu'est-ce qui te pousse à choisir une île plutôt qu'une autre ? Alors d'abord, le goût de l'aventure m'a dit il faut qu'on en fasse un maximum, parce qu'il faut qu'on aille à la découverte, il faut qu'on découvre d'autres gens, parce que chaque fois c'était plutôt que de reprendre le vieux dossier de l'an passé, on repartait à l'aventure, donc on redécouvrait une autre population, d'autres familles d'accueil, on recréait des liens différents, et puis il y avait l'excitation de la découverte, hein, le goût de l'aventure, c'est ça et puis dire aux enfants voilà. Il fallait qu'on le fasse. Je pense que c'était une envie pressante. Je peux pas l'expliquer. J'avais envie de découvrir la Polynésie de cette manière-là et de la faire découvrir à d'autres, à mes moniteurs, à tous ceux qui l'ont vécu sont sortis complètement. On a été tous, je pourrais en dire un mot, mais on a été tous transformés par cette aventure humaine, hein. Tous transformés.
Ce que je peux dire, parce que ça c'est important, je me suis rendu compte que tous ces gens que j'ai rencontrés grâce à cette opération, ce sont des gens que je n'aurais jamais rencontrés en d'autres circonstances, pour de multiples raisons. Ça peut être des raisons d'ordre géographique, ça peut être des raisons du fait on n'a pas le même métier, on n'a pas les mêmes relations, et puis bon, on aurait pu se rencontrer dans un office religieux, mais bon, chacun choisit celui qu'il veut. On n'a peut-être pas les mêmes opinions politiques, bon, ce qui fait que finalement les gens qu'on rencontre et avec qui on vit, c'est parce qu'on a des affinités. Mais là, on était dans un contexte complètement différent. On était avec des gens qu'on ne connaissait pas a priori, qui sont venus nous aider parce qu'il y avait des enfants dont il fallait s'occuper. Et finalement, ce sont ces enfants qui nous ont réunis. Et je dis toujours merci aux enfants à chaque fois que je repars. Je leur dis merci pour 1000 choses. La première, c'est de dire, vous savez, les enfants, grâce à vous, et grâce à cette opération, grâce à vous, on a pu rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer en d'autres circonstances. Vous nous avez, grâce à vous, nous avons créé du lien avec toutes ces personnes, et jamais avec ces personnes, à aucun moment, on s'est posé la question d'où tu viens, qui tu es, quel âge as-tu, quel est ton métier, quelle est ta religion, quels sont tes points de vue politiques, etc. C'était... Oui, nouer des liens particuliers. Voilà, la question ne se posait même pas. Et quand on se quittait, et... c'est terrible, je suis très ému, hein. Quand on se quittait, c'était toujours très triste, quoi. Là, on vient de parler des matériels de transport des bateaux, mais tu avais une équipe avec toi qui partageait tes mêmes vues, tes mêmes regards. Et c'était des bénévoles. Comment vous... Oui, alors tous ces gens, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Alors, une bonne partie, notamment les moniteurs de voile, sont aujourd'hui des professionnels parce que on a une obligation vis-à-vis de Jeunesse et Sport qui nous impose d'avoir des gens diplômés. Gens de sécurité. Les diplômes, alors il y a le diplôme professionnel quand il y a un brevet d'État, donc ce sont des gens qui sont soit patentés, soit salariés. Les autres sont moniteurs fédéraux, mais qui, du fait qu'ils ont droit à un dédommagement, donc ils sont aussi salariés. Alors après, on a des aides-moniteurs. Les aides-moniteurs peuvent être des ex-enfants de la saga ou des enfants de la saga qui sont là avec nous et qui apprennent le métier, qui apprennent à encadrer, qui ont une responsabilité, donc une obligation de tenue, etc. Donc ils sont préparés à ce rôle, à cette fonction. Et puis avec un objectif derrière, c'est de passer un permis bateau qu'on leur offrira, ensuite de passer par une formation de moniteur fédéral qu'on leur offrira également. Oui. Donc, et c'est d'ailleurs dans cette continuité qu'on a des moniteurs aujourd'hui qui sont des ex-enfants de la saga. Oui. Et puis, tous ces enfants tous ceux qui sont restés avec nous ont fait des carrières sanitaires et sociales. On en connaît qui sont soit travailleurs sociaux, soit en tant qu'infirmières ou aides-soignantes. Enfin, on a de très très belles histoires à raconter. Et ce sont des gens avec qui on a toujours... C'est une famille, hein, on est toujours content de se revoir. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que ça a changé complètement notre regard parce que on a noué des liens avec des gens grâce à cette opération qu'on n'aurait jamais noué en d'autres circonstances. Et c'est ça. Et ce qui est d'autant plus beau, c'est que c'est là où on retrouve, je dirais, cette énergie qui est propre à la Polynésie, c'est que il y a un esprit communautaire qui est très fort et parfois si on le voit pas, il suffit de pas grand-chose pour le réveiller. On le voit d'ailleurs avec les familles d'accueil, on le voit quand on fait notre petite fête de fin de semaine où on distribue de la nourriture à toutes les familles pour qu'elles nous préparent du ma'a pour que le dernier jour on fasse un grand repas avec les enfants et les familles d'accueil. Mais c'est eux qui organisent tout, mais ils ont l'art et la manière de le faire avec une simplicité, avec une aisance, avec une facilité absolument... on voit pas ça ailleurs, quoi. On voit pas ça ailleurs. Alors, je dis que vraiment, ça a changé notre regard, ça nous a fait grandir, ça a donné pour beaucoup, et en tout cas, moi, je parle en mon nom, ça a changé ma vie, ça a donné du sens à ma vie, quoi. Ça, c'est extraordinaire.
Je suis une petite fille, je m'appelle Ina, j'ai 9 ans. Je suis pas très bonne en classe, mais pas mauvaise non plus. Ma famille est pauvre et un beau jour, je reçois une invitation à participer à la saga. Je ne sais pas ce que c'est. Je pose des questions, on me répond que c'est partir en bateau et peut-être même prendre l'avion. J'ai jamais pris l'avion. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Comment vais-je me débrouiller? Et chez qui je vais aller? Autant de questions que se pose la petite Ina. Et qu'est-ce que vous faites alors pour lui répondre? Eh bien là, ça sera une approche. Alors c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, qu'on montre beaucoup d'images à la télévision pour que les enfants, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants communiquent entre eux. Aujourd'hui, par exemple, quand on a des classes de mer, il y a toujours 2 ou 3 enfants qui ont fait la saga. Ça, c'est clair. Donc, les enfants communiquent, partagent, et donc les enfants retiennent les images qu'ils voient à la télé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer. Derrière ça, quand un enfant est choisi, il est préparé par le service social, par le travailleur social qui va l'accompagner et qui sera là pour répondre à cette question. Hier encore, justement, par exemple, ça c'était les enfants qui ont été choisis par le contrat de ville de Haroué et le référent qui était en relation avec les familles avait proposé aux familles qu'il y ait quelqu'un de l'école de voile qui vienne leur expliquer un petit peu, répondre à toutes leurs questions. Et c'est là qu'on intervient. Donc c'est cette petite préparation. Alors soit on nous sollicite directement et évidemment on est tout content d'intervenir. Moi, ça m'est arrivé de le faire aussi. D'ailleurs, sur notre commune, c'est celle de Faha. Mais parfois, bon, les gens qui choisissent enfants ont déjà vécu la saga. Ils peuvent parfaitement y répondre. Alors, la petite Ina est choisie. Elle va retrouver d'autres enfants qu'elle ne connaît pas forcément. C'est un peu intimidant pour elle. Alors parfois, en général, quand on choisit, par exemple, les travailleurs sociaux vont choisir un quartier prioritaire ou des enfants. Alors ils ne se connaissent pas forcément, mais voilà. Alors là aussi, il faut renforcer absolument. Il faut répondre à la question. C'est là où il faut vraiment travailler sur la communication, être à l'écoute de l'enfant, et y être sensible. Ce que l'on fait, c'est que quand l'enfant va arriver, il va prendre l'avion. D'abord, il va être mis en condition. Déjà, il monte l'avion, il a déjà un t-shirt de la saga. Donc, il est tout content, tout fier. Il voit tous ses copains et ses copines avec cette petite Ina, va voir ses futurs amis avec ce beau t-shirt. Ils vont prendre l'avion, ils vont être accompagnés, encadrés par une équipe sociale. Ils arrivent à l'aéroport. Là, ça va être le cas encore sur Wainé. Les familles d'accueil vont être à l'aéroport avec un collier de fleurs. Et nous attendons. Tous ces enfants, une fois qu'ils ont pris leur bagage, on les réunit. Et la première chose, en général, c'est moi qui parle, ou qui parlait, puisque je vais peut-être laisser un petit peu les autres le faire. Je dis les enfants, voilà, on vous présente les familles d'accueil. Bienvenue à Wainé. Vous allez passer une semaine avec nous. Et ces familles d'accueil, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que ces familles vous font un très, très, très joli cadeau. Alors les enfants ouvrent les yeux. Tout de suite, on pense aux bonbons, à des jouets, à des trucs. Et est-ce que vous savez quel est ce cadeau? Alors, les enfants sont un petit peu dans l'expectative. Et je leur dis, écoutez, voilà, ce beau cadeau, c'est le cadeau de la confiance. Parce que ces familles ne vous connaissent pas et pourtant, elles vont ouvrir leurs portes pour vous. Leur maison va rester ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle représente comme petit objet qui peuvent avoir beaucoup de valeur pour ces familles. Vous allez rentrer dans cet univers, on va vous confier une chambre avec un lit, vous pourrez poser vos petites affaires, mais n'oubliez jamais qu'il y a un cadeau, c'est le cadeau de la confiance. Ça veut dire que si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Évidemment, quand vous demandez, vous prenez un risque, c'est le risque d'une réponse négative, mais vous demandez, j'ai faim, est-ce que je pourrais manger, j'ai soif, je veux... Il vous manque quelque chose, il faut demander. Et c'est là, je dis, ne confondez pas le désir et le besoin. Un désir, il a besoin d'être entendu, mais pas forcément réalisé, alors qu'un besoin, oui, c'est vital. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin de me doucher, ça peut être vital, j'ai besoin de manger. Ne confondez pas les deux. Si vous voyez quelque chose qui brille, qui vous attire et tout, c'est joli, etc., ne le prenez pas. Vous demandez, peut-être qu'on va vous l'offrir, j'en sais rien. Ça, c'est une question que seules les familles, à laquelle la famille pourra vous répondre.
Et donc, après, je pose des petites règles, voilà. Alors, vous devrez respecter ces petites règles que les familles connaissent, puisqu'on en a beaucoup parlé avec elles. Hein. La nuit, dès que la nuit tombe, je veux voir tout le monde dans les maisons. Hein. Je souhaite que quand vous allez rentrer dans la maison le soir, l'après-midi, puisque vous allez terminer à 4h30, il faut que vous donniez votre linge mouillé ou sale à la maman d'accueil. Hein. N'hésitez pas, vous devez participer aussi à la vie de famille, à mettre la table, hein, à aider, etc. Racontez votre histoire. Les familles seront très très contentes d'entendre vos belles histoires de la journée. Hein. Ensuite, vous pourrez regarder la télé s'il y en a une, hein, mais il faudra se coucher tôt. Hein. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous vous douchez, vous préparez votre linge, vous préparez votre petit sac plastique pour mettre le linge mouillé de la journée, vous prenez votre petit déjeuner et vous attendez sagement qu'on vienne vous chercher. Je veux voir personne sur le bord de la route tout seul, etc., etc. Donc, on donne toutes ces consignes tout le temps. Et de quoi les rassurer. Voilà, ne prenez pas de vélo sans permission, etc. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, évidemment, les enfants, rassurez-vous, on va vous visiter, on va venir vous voir dans la famille d'accueil. Hein. Votre aide sociale va vous accompagner, viendra vous voir au minimum une fois dans la semaine. Mais votre aide sociale, vous le verrez aussi sur le spot, puisqu'il viendra naviguer aussi de temps en temps avec vous. Il va participer à toutes les activités et puis vous allez avoir un moniteur que pour vous. Hein. Il y a 12 groupes de voile. Dans chaque groupe, il y a 12 enfants. Et vous serez dans un groupe avec que des enfants de votre âge. Et on va mélanger garçons et filles. Vous allez découvrir de nouvelles relations. Des enfants qui sont pas forcément évidemment de l'île de Tahiti, qui peuvent être des enfants d'ailleurs, ou de Wainé, mais vous allez faire des connaissances. Et puis voilà, quoi. Donc, après, on continue à... Et ça se passe bien, généralement. Toujours très bien. Alors, leur activité, ils partent le matin après le petit déjeuner, ils viennent rejoindre les moniteurs, ils font de la voile, ils font de la pêche, ils font de la nage, ils font des activités nautiques. Oui. Alors, à 8h, on les récupère à la marina, on les amène sur le spot, ils rejoignent tout de suite. Alors, il y a un grand rassemblement. Si on a des consignes particulières à leur faire passer à tous, hein, il peut y avoir des choses un peu particulières, je ne sais pas, des recommandations particulières. Hein, le programme de la journée. Le programme de la journée. Ensuite, ils vont dans leur groupe. Très vite, ils vont préparer leur bateau. Avant d'aller sur l'eau, on va leur préparer un petit déjeuner. Alors, c'est des céréales avec du lait. Ils vont laver leur petit bol, ils vont regrouper tout ça. Ensuite, ils partent avec leur moniteur, leur aide-moniteur. Ils vont être pris en charge. Ils vont naviguer jusqu'à 11h, 11h30. Ensuite, ils vont revenir. Ils vont manger leur repas de midi. Hein. Ensuite, il y a toute une période, il y a un peu plus d'1 heure de battement. Entre le moment où ils auront fini de manger et au moment où ils vont naviguer, et ils auront quartier libre. Alors le quartier libre, ils pourront jouer au beach volley parce que il n'y a pas beaucoup de fond, ils seront sur du sable blanc. Ils auront 10 cm d'eau, donc ils seront en même temps dans l'eau. Ils pourront se baigner dans un périmètre de sécurité. Ils pourront faire du kayak ou du paddle, toujours sous surveillance. Ils pourront jouer au football. Il y aura des ateliers d'animation. Il y aura un atelier de fabrication de petites pirogues à voile, les petits aoumois, avec 2 animateurs qui seront là spécialement dédiés pour eux. Il y aura un atelier sur le tressage, un atelier sur l'environnement avec la Polynésienne des eaux. Ah oui, vous avez ouvert le champ de curiosité aux problématiques modernes. Voilà. L'environnement, la transmission du savoir par le tressage, la fabrication des titiraina. Voilà, exactement. Et puis d'autres ateliers qui peuvent être ouverts, par exemple Alors, il y aura une intervention de la maison de protection des familles. C'est l'ancienne BPDJ qui est animée par des militaires, des gendarmes, qui eux-mêmes vont sensibiliser les enfants à tous les dangers de l'Internet, de Facebook, etc. Comment utiliser, faire attention à ne pas se faire manipuler. Attention. Alors tout ce qui touche aux addictions, aux drogues, etc., avec tout ce que ça peut comporter vous abordez les problèmes. Sur le plan juridique ou judiciaire ou sur le plan médical, aborder les problèmes d'attouchement ou de violence, d'abus sexuels et autres, en expliquant aux enfants qu'il existe des organismes de protection et que ce genre de choses est absolument
interdite et que si vous êtes manipulé, hein, et on parle beaucoup des pervers manipulateurs narcissiques, ces gens qui font des pressions terribles sur les enfants, qui arrivent à les manipuler, à les détourner, les entraîner dans des choses absolument insupportables. Donc ça, on les prépare beaucoup à ça, et on leur dit, si vous avez eu ce type de problème, surtout vous devez en parler. Alors, vous en parlez à qui? Si peut-être que parmi vous, il y en a qui peuvent en parler. Les gendarmes sont là pour ça. Le travailleur social aussi. Si vous voulez en parler à quelqu'un d'autre, peut-être que dans certains cas, ils en parlent à la famille d'accueil. Donc nous aussi, on prépare les familles d'accueil à ce genre de cas de figure, en leur disant, surtout, vous n'en parlez à personne d'autre qu'aux travailleurs sociaux, parce que on va rentrer dans une démarche très particulière. Il faut rester très discret, il faut pas le dévoiler à d'autres, mais en parler aux services sociaux ou à la gendarmerie. Hein, il faut le dénoncer tout de suite. C'est une obligation. On va pas dire oui chérie, ma petite chérie, j'ai bien entendu. Non. Il faut aller jusqu'au bout de votre démarche. Vous devenez absolument responsable, parce que là, si vous ne le faites pas, on peut considérer qu'il y a non-assistance à personne en danger. Vous pouvez être même poursuivi pour ça. Hein. Donc, on est tous préparés à ça. Waora mai oe inaro toi te here Oia te tumu No to oe ora Paari mai oe inaro toi te marama E turama oia To oe ea Ei ta utama Te poi here e na me tua tumu Ei ta utama Te poi here e na me tua tumu Ei ta utama Te poi here e na me tua Oui, c'est plus que du sport, c'est plus qu'une de vacances sportives ou d'initiation au plaisir de la mer. C'est en même temps toute une phase de réflexion que vous leur offrez. Oui, alors avec beaucoup d'éducation, parce que notre idée, on est dans une démarche de valorisation. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'enfants qui ont vécu l'échec. Et sous toutes ses formes. Ça veut dire que quand on veut les mettre sur l'eau, ou quand on veut leur faire un jeu particulier, même le jeu le plus simple, par exemple, jouer au volley. Tous les enfants savent jouer au volley. On change la règle, hein. On dit aux enfants, tiens, on va faire une règle un peu différente. Quelle est la réponse chez certains? C'est, ah non, c'est nul. C'est nul. Et donc, on se rend compte que dès qu'il y a une découverte, dès qu'on sort un petit peu du cadre de la connaissance, du vécu, les enfants ne veulent pas participer parce qu'ils ont peur. Oui. Ils ont peur de la découverte, ils ont peur de... Voilà. C'est le propre des enfants qui ont été maltraités, qui ont été tenus en échec. On ne veut pas découvrir, on n'ose pas, on a peur. Et on le constate chez beaucoup d'enfants. Donc, il faut en permanence les valoriser, leur dire que l'échec n'est pas une fatalité. Hein, n'est pas définitif. N'est pas, jamais définitif. Voilà. Et c'est échec, et puis c'est réussite. Voilà. Et puis, beaucoup d'encouragement, beaucoup de valorisation. Que les enfants sortent de là, ils vont partir de la saga avec un petit diplôme de voile. D'ailleurs, pas seulement eux, les familles d'accueil aussi vont avoir un diplôme d'excellence. Tous ceux qui nous ont aidés à encadrer, etc., ils sortent tous avec un petit geste. On est dans la symbolique, mais la symbolique est très, très importante. Il y a des mots qui sont absolument tabous. C'est le mot nul, par exemple. Si jamais on entend un mot nul, et Dieu sait si je l'ai entendu... pas forcément à la saga, mais dans d'autres circonstances, même à l'école d'ailleurs, je me précipite vers l'enfant parce qu'on a aussi j'ai eu, bon là maintenant ça arrive moins, mais j'ai eu une époque où j'entendais derrière la porte un enfant se faire traiter de nul. Je ouvrais la porte, je me précipitais pour prendre un petit papier, écrire le mot nul, le donner à l'enfant et lui dire, écoute, dans le creux de l'oreille, je lui dis, tu sais, tu vas aller voir ta maîtresse ou ton maître, tu le rends, tu lui dis, monsieur ou madame, je vous rends ce petit mot parce que c'est pas chez moi, c'est chez vous. Moi, je me sens pas nul.
Et en faisant ça, c'est très symbolique, mais non seulement tu te respectes, parce que tu ne prends pas ce qui est pas bon, parce que tu n'es pas une poubelle et tu n'es pas nul. Et tu dis à la personne, même si tu es un enfant, tu peux dire à la personne qui est en face de toi, Madame, il faut pas confondre moi et mon comportement. Peut-être que j'ai un comportement qui est pas très bien, mais je suis pas nul. Non, il faut refuser cette notion de... C'est un apprentissage psychologique que tu as fait extraordinaire, à la fois des enfants, parce que certains ont dû probablement être changés, bouleversés par le passage à la saga. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois, la saga, ou est-ce que... Oui, il y a des enfants qui la font plusieurs fois. Alors, les enfants qui sont placés en centre, ou des enfants qui sont en grande difficulté, là, on accepte, parce que... par exemple, les enfants porteurs de handicap, on a Himana, qui est un enfant qui est grand maintenant, qui est majeur, qui a plus de 26 ans ou 27 ans, qui a fait plein de sagas, mais lui, il est en fauteuil, il parle pas, et c'est un enfant qui est lourdement handicapé physiquement, mais qui comprend tout, mais qu'on peut prendre pour un Minus Abins quand on le voit de loin, parce que il a la bouche ouverte, il bave, le pauvre, il a des troubles du comportement, hein. Physiquement, il est vraiment marqué. Mais n'empêche que quand il est sur son trampoline à genoux, il arrive à appréhender la barre et l'écoute, et il a tout compris et il sait naviguer. Alors lui, il a fait plein de sagas. Alors maintenant, là, il voulait faire, je peux plus le prendre malheureusement, pour plein de raisons. D'abord, et je m'en excuse s'il entend cette émission, c'est d'abord parce qu'il est majeur. Ensuite, pour le prendre, pour le laver, etc. Il faut qu'une famille d'accueil accepte. Il est majeur, c'est plus un enfant, c'est un adulte. Il faut le laver, il faut le truc, il faut s'en occuper. Il faut quelqu'un qui soit complètement... à son service. Voilà, à son service. Et en plus, aujourd'hui, on a des contraintes. L'aviation civile impose un accompagnateur pour un enfant porteur de handicap, quel que soit le type de handicap. Et là, on ne peut pas déroger à la règle. Et ça devient de plus en plus compliqué malheureusement d'accueillir. Ça limite le nombre d'enfants que vous pouvez prendre. Oui, on peut prendre par semaine. On prenait à l'époque au moins une dizaine d'enfants porteurs de handicap par semaine. C'est-à-dire que sur 5 semaines, on pouvait prendre une cinquantaine, on l'a fait. Maintenant, c'est plus possible, d'abord parce que les centres n'ont pas les moyens, ils ont moins de moyens qu'avant pour accompagner les enfants, pour encadrer les enfants. Et puis, deuxièmement, c'est que il faut pouvoir supporter financièrement la prise en charge d'un accompagnateur qui, en général, c'est un accompagnateur du centre qui a une spécialité, qui maîtrise complètement, qu'il faut détacher complètement, qu'il faut nourrir, qu'il faut déplacer. Enfin bon, il y a un coût. Et puis, 10 accompagnateurs supplémentaires, il faut aussi les héberger. Enfin, ça devient pour nous très, 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 ça complique un peu les choses. Il faut savoir qu'on est déjà sur le spot. On va être 40 personnes chaque semaine à encadrer ces enfants. Alors, on a parlé finances. Comment vous débrouillez-vous ? Alors, on sollicite les différents ministères. Cette année, on a sollicité le ministère des Sports, puisque la saga fait partie des grandes manifestations, donc on les a sollicités. On a sollicité également la direction, la DSFE, la direction des affaires sociales. On a le centre du contrat de ville aussi qui nous soutient. Ça, ce sont 3 organismes qui, à eux 3, absorbent à peu près, à la louche, entre 35 et 40% du budget. Et tout le reste, il faut solliciter, alors il faut se débrouiller des sponsors, par le partenariat, par les entreprises, par les dons, par les fondations, par exemple la Fondation Anna Veil, qui actuellement est très dynamique et va nous soutenir, et par d'autres organismes divers et variés, par des parrains particuliers, par tout, voilà. Et c'est ça la difficulté, parce que notre difficulté provient du fait que il faut présenter les dossiers très tôt, donc il faut faire notre budget prévisionnel très tôt, et dans le contexte actuel où on voit des tas de choses qui augmentent, notamment l'alimentation, les transports, tout. On a eu la mauvaise surprise récemment d'apprendre que le transport aérien, l'aviation civile avait augmenté de 1000 francs la taxe aéroport. Donc 1000 francs sur chaque billet, on a par exemple 600 billets énorme à prendre entre les enfants et les accompagnateurs, 600 billets
c'est absolument énorme. C'est 600 000 francs de plus qui n'étaient pas du tout prévus dans le budget initial. Donc ce sont des choses qu'il faut supporter, qu'il faut accepter. Voilà, le terrain jusqu'à présent, on obtenait toujours des terrains, on dédommageait les gens et tout. Là, on est rentré dans une très très lourde location. Donc il faut aussi l'assumer. C'était pas du tout prévu. On avait prévu une petite somme pour dédommager, pour faire, voilà, en trouver des solutions. Et donc tout ça, il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'on a un budget prévisionnel et on a une réalité qui est très différente. Alors il faut suivre ça de très près, savoir faire vraiment de vraies économies là où on peut, et puis solliciter. Mais la règle, c'est de ne pas avoir peur. Ça sert à rien parce que ça nous angoisse, mais on produit du pas bon en nous. Donc il faut avoir confiance à la vie. Alors c'est ce qu'on fait. Donc la saga de 2023 s'annonce heureuse. Oui, elle doit bien se passer. Il faut qu'elle se passe bien. Moi, si jamais on avait ce type de souci, ça peut je sais qu'il nous manque le financement encore. Là, il nous en manque, ça c'est clair. Mais on a des petits anges autour de nous. Et je leur fais confiance. Les choses vont certainement bien se passer. À t'entendre, on a l'impression que chacun y tire une sorte de bienfait et d'expérience unique. Les enfants, d'abord, sont les premiers bénéficiaires, les moniteurs, les organisateurs, parce que vous avez des rapports d'une humanité, d'une générosité qui est quand même un peu extraordinaire et qui est marquée par l'âme polynésienne. Oui. On sort pas indemne de la saga. Exactement. Je vais te donner un dernier exemple. On avait un souci de toilettes, parce que sur le Motu, on a des obligations, c'est d'avoir des toilettes en fonction du nombre d'enfants. Donc, c'est très compliqué. On a fait appel à quelqu'un, à Pierre Boudry, qui est un chef d'entreprise, qui est très impliqué. On en parle ensemble. Il dit, attends, je vais essayer de trouver des solutions, parce que lui, dans son travail, il est le patron d'Enviropol et d'autres organismes. Ils avaient des toilettes. Il me dit, j'en ai plus, etc. Mais on va trouver des solutions. Il se tourne vers la fondation FACE, qui est une fondation qui soutient des tas d'initiatives pour aider les gens à une formation professionnelle, à tas de choses. C'est une fondation formidable. Il est président de cette fondation. Il réfléchit à une solution. Il pensait dans un premier temps faire les toilettes eux-mêmes. Et il s'est avéré que c'était un peu compliqué. Ils se sont tournés vers le centre de détention de Papeete, qui a accepté tout de suite. Ce sont des prisonniers du centre de détention qui ont fait nos toilettes pour nous. Donc ils ont réalisé des toilettes et je devais aller les chercher. Donc j'y vais avec un camion, on prend toutes ces toilettes. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient mettre leur tampon. Alors ils ont gravé sur les toilettes le logo du centre de détention en même temps qu'ils ont gravé le logo de la saga. Et je me suis retrouvé en face de ces prisonniers. Ces prisonniers, j'avais des prisonniers, des hommes épanouis, heureux, parce qu'ils savaient à qui ça allait profiter. Ils ont compris que c'était pour les enfants de la saga, que les enfants qui allaient partir sur Wainé, sur un Motu, et que ces toilettes chaises, c'était absolument indispensable. Ils l'ont fait avec amour, ils ont fait un travail absolument merveilleux. Et là, eux-mêmes, nous, on était très heureux de les faire participer, mais on voit comment ils étaient contents parce que pour eux, ça avait du sens. Et on en revient toujours à la même chose. C'est ce que je dis souvent. Je dis, tout ce qu'on fait, si on donne pas de sens, ça ne sert à rien. Si moi, demain, il faut que je nettoie les toilettes parce que la personne qui était censée le faire est malade ou peu importe, je le ferai, mais je sais pourquoi je le fais. Je donnerai du sens, je le ferai aussi bien. Si je ferai mon possible pour que ce soit le mieux possible. Et je pense qu'il faut avoir ce regard dans la vie parce que sinon, eh bien quoi? On voit des gens qui, toute leur vie, vont penser à dire « Ah, vivement la retraite, vivement la retraite, vivement la retraite ». Mais il faut changer le regard des gens, il faut leur dire « Mais commencez par donner du sens à ce que vous faites, allez chercher ». J'ai eu un jour une histoire qu'il faut que je raconte parce que j'ai eu un souci. J'avais une administration qui devait
qui devait nous donner une subvention. Cette subvention se faisait attendre. Finalement, à force d'appeler, on me dit « Oui, mais vous n'avez pas donné les justificatifs. » Je dis « Mais vous ne me les avez pas demandés. Alors que voulez-vous ?»« Ah il nous faut des photocopies de factures pour justifier. » Oui, mais bon, je vous le donne tout de suite. Ça, c'était il y a longtemps. Donc, je me dépêche, je ressors des tas de factures et je donne un gros paquet de factures que j'envoie. J'attends 2 mois. Au bout de 2 mois, rien. Je l'appelle et tout, il me dit « mais il faut les certifier ». Je dis « mais pourquoi vous ne me l'avez-vous pas dit avant tout de suite. Ça fait 2 mois qu'on attend, on est en difficulté sur le plan financier ». Je récupère les factures, je les fais toutes valider par la mairie. Je retourne, je dépose, j'attends encore 2 mois et toujours rien. Et ce monsieur me dit « non, il faut des factures originales ». Alors j'ai dit « attendez, je crois que vous avez poussé le bouchon un petit peu trop loin ». Finalement, j'interviens, je fais intervenir des gens au lieu qui lui disent « mais monsieur, quand vous avez demandé tout ça, est-ce que vous avez fait un bordereau ?» Non, il n'avait rien fait. Et il a été lourdement sanctionné par la suite. Moi, entre-temps, je suis allé le voir et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, j'ai appris ce qui vous arrivait, je trouve que c'est dommage, mais je pense que vous n'avez pas compris ce que vous aviez à faire. Parce que je vois bien que vous êtes dans un bureau où il n'y a pas de fenêtre, dans un bureau où vous êtes enfermé avec vos comptes, vous êtes comptable, c'est pénible, c'est sans doute pas très drôle, mais ce que vous faisiez pour nous, ça avait du sens parce que ça nous permettait d'accompagner X enfants, etc. Et vous faisiez finalement partie de cette grande chaîne de personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération. Manque de peau, là, ça a bloqué. Vous auriez dû savoir que vous faisiez partie du système et qu'il fallait donner du sens à ce que vous aviez à faire et intervenir plutôt que ça fait 6 mois que vous faites traîner ce dossier. C'était pas, vous pouviez le faire très vite, ça aurait pu être réglé très très vite. Alors voilà, aujourd'hui vous êtes sanctionné, je suis désolé pour vous, mais peut-être que ça vous permettra de réfléchir. Oui. Voilà, on en revient toujours à ça, donner du sens. Alors maintenant que tu prétends prendre ta retraite, c'est-à-dire que tu ne monteras plus les dossiers, tu seras spectateur, tu seras accompagnateur amical et bienfaiteur. Alors, j'habite au-dessus de l'école de voile. Je suis à 4 minutes en voiture, je suis pas très loin et j'ai bien conscience que moi, on m'a fait un très très beau cadeau toute ma vie parce qu'on m'a fait confiance. Voilà. Et je sais que il faut pas que ce soit un poids pour celle qui va me remplacer. Donc, je l'ai présenté depuis longtemps à tout le monde. Je vais continuer à soutenir en leur disant la vie continue si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Alors, en plaisantant, je dis aux filles, si vous avez besoin de là, je serai à l'école de voile. S'il faut balayer, je serai là pour passer le balai, etc., pour ramasser les clous s'il y en a qui traînent par terre. Enfin, je plaisante. Je dis, je ferai un peu votre saïda si vous voulez. C'est pas un problème. Mais dans la réalité, c'est vrai que d'abord, c'est vrai que la réalité, c'est que c'est mon bébé, la saga, parce que elle a 31e édition, c'est quand même 30 ans de saga, c'est une grande partie de la vie. J'aurais passé 49 ans à l'école de voile, voilà, on peut pas tirer un trait là-dessus. Donc, je serai jamais loin, mais je n'aurai plus de responsabilité, mais si on a besoin de moi, je serai toujours là. Et je m'autoriserai à prendre parfois les devants pour faire un petit tour, pour voir. Mais je pense que je vais être souvent sollicité parce que je garderai toujours des relations. J'ai beaucoup de relations autour de moi. On m'appellera toujours, je le sais, mais je le ferai avec grand, grand plaisir.
Est-ce que tu continues à naviguer pour toi? Très peu. Très peu. D'abord parce que j'ai des petits problèmes de dos. Alors, moi qui adorais faire de la planche à voile, faire du hobbycat, etc., ça me fait j'ai peur de me faire des limbagos, je m'en fais à répétition, donc je fais très attention. Par contre, de temps en temps, quand l'occasion se présente, on part une semaine en location avec des amis et on fait une petite semaine dans les îles. Ça, j'adore. Doudou, merci de toutes ces anecdotes. On pourrait en citer, en énumérer bien d'autres. Tu as laissé ton cœur dans la saga. La saga ne t'a pas oublié. Et je souhaite qu'elle continue de longues années parce qu'elle illustre la nécessité des rapports humains à tous les niveaux, de toutes les générations, sans quoi il n'y a pas de raison de vivre heureux. Exactement. Exactement. Et moi, je voudrais dire une chose importante, c'est que la Polynésie m'a beaucoup donné. Et ce que je faisais, c'était la moindre des choses. J'avais la chance. Il nous a beaucoup donné. Je me permets de m'associer à toi. Oui. La Polynésie m'a aussi beaucoup donné. Et j'avais un métier où je pouvais apporter beaucoup de choses, en particulier aux enfants. Et voilà, en faisant ce que j'ai fait, j'ai essayé, dans la mesure du possible, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais j'ai encore, grâce à ça, encore beaucoup reçu. Alors vraiment, je dis un grand merci. Voilà. Parce que la saga, c'est quand même à la fois du social et à la fois je dis pas du tourisme, mais des connaissances de la mer qui paraît importante à une époque où on songe à créer le lycée de la mer et l'université de la mer. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai que t'entends, j'avais tendance à dire, la voile, c'est un petit peu un alibi, parce que il y a tellement de choses qui se tournent autour, mais c'est un alibi, mais en même temps, c'est tellement formateur. C'est tellement formateur. J'ai vu des enfants grandir, reprendre confiance, être droit, retrouver la notion de partage, la notion de respect, parce qu'il fallait respecter son équipier, respecter son moniteur, respecter le matériel. Respecter la nature. Respecter la nature, voilà. Et donc, mais tous les jours, j'ai encore hier, je croise un Tahitien qui doit avoir plus de 40 ans, costaud et tout, qui me « Hey Doudou !» Et moi, je le reconnais pas, évidemment, parce que il s'est passé plus de 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus même pas quelle saga il a fait. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, je suis capitaine de navire, de bateau. Et il est à la presqu'île et il fait des rotations avec, il accompagne les touristes, les trucs. Enfin, il doit être à Théopo, quelque chose comme ça. Mais tous, il y en a plein. Il y en a qui sont dans la marine, qui sont embarqués. Et beaucoup ont choisi ces métiers de la mer. D'autres Grâce à la saga. Qui ont réparé. On en avait un petit, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, on avait accueilli des jeunes d'un centre. On avait travaillé avec une association du tribunal qui s'appelait je crois que c'est Vaiatelupe, il me semble, parce que ma mémoire est un petit peu fragile, et on avait récupéré une quinzaine de jeunes. C'était des terribles, des durs, ils faisaient que des bêtises. On les embauche pour les former sur 6 mois ou à peu près, Premier jour, ils arrivent à l'école de voile. Le yacht club était fermé, nous on était à l'école de voile. Ils ont dévalisé le restaurant et ils ont piqué de l'alcool, des trucs comme ça. Le premier jour, ils ont montré leur capacité à faire des bêtises. Bon, on les a repris, etc. Finalement, on leur fait faire tous de la voile. On leur apprend et tout. Ils finissent par rentrer dans le cadre, etc. Tout se passe très bien. Sauf qu'il y en avait beaucoup d'illettrés, beaucoup qui étaient pas capables de trucs. Et il y en a 2 qui sortent de l'ordinaire. 2, les autres, ils avaient fait une très belle expérience, mais on pouvait pas prétendre à leur dire on peut pas vous donner le diplôme de moniteur de voile malgré tout ce que vous avez pu faire, c'est encore un petit peu prématuré. Donc entre-temps, ils étaient passés à autre chose. Parmi les 2, il y en a un qui était brillantissime, avec une intelligence, un esprit de concision. Il était capable de répondre avec 3 mots. Il avait dit l'essentiel. Donc, je lui dis, toi, tu vas faire la saga, tu vas partir à Taha. C'était l'année 2000. Je lui dis, tu vas partir à Taha avec nous. Il n'a pas tenu le coup, parce qu'à l'idée de quitter sa copine pendant 1 semaine ou 15 jours, c'était trop pour lui. Et il y en avait un autre qui avait pas réussi, mais qui était tellement gentil. On lui a dit, tu vas venir faire la saga, et il a fait la saga. Et on l'a embauché derrière, et il est resté des années avec nous, donc on lui a pris tout le travail d'entretien, faire des vidanges, faire la résine, réparer les bateaux et tout.
Et puis, eh bien, il a travaillé pendant des années chez un fabricant de potimarara, en fibre de verre. Et puis maintenant, travaille à l'hôpital. Il a un CDI à l'hôpital. Il a eu 2 enfants qu'il a fait grandir, des enfants qui sont partis faire leurs études en France et tout. Il a pu avoir un logement. Enfin, il s'en est sorti. Alors que l'histoire de ce garçon était terrible parce qu'il avait été maltraité par son beau-père. Mais à un point, il me racontait que quand son beau-père, quand il pleuvait, l'attachait sous une gouttière d'eau et il restait sous la pluie, sous une gouttière attaché. Enfin, il a eu des sévices terribles et des marques. Et ce garçon, aujourd'hui, il a récupéré le nom de son vrai papa. Il a voulu porter le nom de son père biologique. Et il est droit dans ses bottes. Et quand il vient nous voir, c'est comme s'il venait voir sa famille, quoi. Enfin, voilà les liens qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que nous, êtres humains, on a cette capacité à accueillir. On a cette capacité d'ouverture. Voilà, et je pense que parfois, on n'est que ce qu'on est. Mais parfois, quand on est en difficulté, il faut se poser la question, se dire, si je devais être l'homme idéal comment cet homme idéal réagirait dans telle ou telle situation. Essayer aussi, parfois, essayer de se rapprocher un petit peu de cette image pour peut-être changer notre relation à l'autre et peut-être développer des capacités, parce qu'on a tous en nous ce pouvoir. Tout dépend de nous, c'est nous qui décidons, c'est personne d'autre. Nous sommes des hommes libres, nous sommes libres, il faut bien se le dire, et c'est notre choix. C'est comme la peur, c'est nous qui la produisons. On est le pas bon que l'on produit souvent, c'est nous qui le produisons, c'est personne d'autre. Donc il faut rester conscient de ça. Hein, on est tous aussi fragiles, mais il faut peut-être élever un petit peu sa conscience et se dire que on a tous cette capacité énorme à être mieux que ce qu'on est, ou une capacité à ne pas faire de bêtises. En tous les cas, c'est déjà très bien. C'est déjà ça. Merci Doudou, merci de ces conseils qui sont prononcés avec beaucoup d'émotion. En tout cas, j'ai été contente de passer ce moment avec toi. Merci Michel. Et je regrette de ne pas être en âge de venir t'aider comme bénévole à la saga. Tu y seras par la pensée et je le ressentirai. Je sais que tu seras près de nous, j'en suis certain. Merci Doudou et longue vie à la saga. Et merci à Touiva Lambert qui a réalisé cette émission.